Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. C'est un roman à tiroir. Chaque séquence est racontée par une voix polyphonique. Le livre apparaît ainsi comme un collier de perles. Oui, il se conjugue au féminin. Certaines se brisent, d'autres perdent leur éclat ou sont en éclat. L'écrivaine est comme son personnage principal, c'est une hirondelle. Mais comme voyager, c'est vivre, c'est aussi subir, mais surtout résister. Nous allons voyager au fil des pages du livre écrit par Lobé Ndiaye. Elle est l'invitée de votre émission Belle Ligne. Lobé Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sarr. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très ravie et honorée d'être votre invité aujourd'hui. L'intrigue est mobile. C'est parce que le roman se tisse autour du voyage. C'est parce que le voyage est indissociable à notre existence sociale. Tout d'abord, en tant qu'auteur, en tant que réalisatrice aussi de documentaires, j'ai beaucoup voyagé. On dit souvent qu'il vaut mieux voyager une fois que de lire 100 fois, n'est-ce pas? Donc le voyage fait partie de moi. Je suis également éduquée dans un milieu où ma famille a beaucoup voyagé parce que mon père était officier de l'armée sénégalaise et il voyageait beaucoup. Et quand il partait en mission ou en affectation, il amenait toute sa famille. J'ai remarqué que les voyages sont également instructifs et qui m'apportent beaucoup. Du point de vue intellectuel, du point de vue social, on se fait des amis. Du point de vue aussi économique, du point de vue intérieur. Le voyage me nourrit et il m'inspire à travers les lieux que je fréquente, à travers les personnages avec qui j'entretiens des relations très très fraternelles. Et dans ce voyage, il y a une ville qui vous fascine, c'est Marrakech, la terre rouge. Marrakech est une ville qui m'a beaucoup fascinée. Ou bien la terre de Dieu. Oui, Marrakech est surnommée la terre rouge parce que les maisons sont en couleur rouge. Oui. Mais au-delà de ça, c'est un lieu qui inspire. J'ai traversé l'Afrique, j'ai été au Marrakech et j'ai été vraiment ébloui par la beauté de cette ville, du point de vue architectural, du point de vue géographique. C'est une ville sahélienne et du point de vue aussi social. J'ai découvert une autre culture, autre que celle sénégalaise, et j'ai été éblouie. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, à travers ce roman, parler d'une ville qui est le Maroc et également le Sénégal et traiter du thème du métissage et de la diversité culturelle. Marrakech qui est tout rouge, oui, mais qui n'est pas tout rose. Il y a des divisions sociales à l'intérieur de cette belle ville qui cache également des inégalités sociales. Effectivement, pour mon personnage principal, Sadia, le Maroc est une belle ville. Et elle n'a pas de problème, elle n'a pas de classe sociale. Alors que pour Alimatou, qui pose un autre regard en disant qu'il n'y a pas que la beauté, il y a la misère sociale, il y a les femmes qui souffrent, il y a le manque d'éducation. Il y a des familles qui sont obligées de faire la manche pour vivre. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs regards que les personnages posent à travers le roman. Effectivement, le roman, tout n'est pas rose dans le roman. Effectivement. Et ce qui est sûr, c'est que votre personnage principal, qui s'appelle Sadia, va découvrir le pays de la Teranga, tant chanté par son mari Alpha. Il va voyager vers la petite côte, mais Sadia a une relation profonde avec l'eau. Le symbolisme de l'eau, il est important dans cette œuvre. D'abord, l'auteur que je suis aime l'eau. L'eau me nourrit et m'inspire. À travers d'ailleurs mes documentaires, j'ai fait beaucoup de documentaires sur la côte, comme les Bolongs en Casamance, comme Gorée l'île Métis également. Quand je veux écrire,
je vais au bord de la mer et cela me nourrit. Et cela apparaît aussi au niveau de mon personnage, Sadia, qui est artiste plasticienne et qui aime peindre au niveau des Ménaras du Maroc, qui est inspirée quand elle a des problèmes, par exemple, familiales avec sa belle-maman. Elle va au bord de la mer et elle y rencontre un squatter, Ali. Je pense que l'eau est symbolique. Elle a plusieurs dimensions dans mon roman. Elle est ludique, parce que elle aime aller avec sa fille qui joue au bord de la mer. Elle a un rôle économique parce que les femmes de Salija, des teinturières, travaillent derrière les montagnes, l'éducation de leurs fils, à gérer leur famille grâce à cette activité. Elle a aussi un aspect mythologique parce que quand je développe le thème de l'eau à travers l'enfant de Mbour, cet enfant muet qui plonge dans l'eau et qui découvre le peuple de l'eau, je pense que l'eau a plusieurs dimensions également. Elle a une dimension écologique également. Tout à fait, parce que le personnage Alpha est écologiste et il fait tout pour protéger l'environnement. Parce que, comme vous le savez, nous sommes confrontés au changement climatique et il sillonne les villages de Bombadji, de Sabadola pour sensibiliser justement les populations des méfaits du changement climatique. Exactement. L'eau également a un aspect pédagogique parce que Sadia va découvrir celui que l'on considère comme étant un fou, mais il ne l'est pas. C'est parce qu'il a vécu. Ali n'est pas un fou. Non. Il est un squatter, certes, un homme qui erre dans les rues, qui fouille les poubelles pour manger, mais c'est un homme qui a eu une histoire, qui a été riche autrefois, adulé par la société. Et quand sa société de recyclage a fait faillite, il a été écarté de la société et il est devenu un paria. C'est lui le père de Mustapha, justement, cet enfant de la rue qui n'a pas connu son père et qui a été récupéré par Sadia, qui lui a donné une bonne éducation et il a finalement réussi parce que Mustapha a été récupéré par Alafia Abo, qui est un artisan d'origine Akan, qui est venu au Sénégal s'installer et qui a pu protéger l'enfant, justement, Mustapha. Et tout le monde fuit Ali, sauf Sadia. Parce que Sadia connaît l'histoire de Ali. Ils se sont connus autrefois et elle a de la sympathie pour cet homme qui fouille et erre dans les rues et que personne ne considère. Vous voyez le paradoxe de la société. Quand vous avez de l'argent, tout le monde vient vers vous, mais quand vous n'avez plus rien, vous devenez un paria. Et c'est malheureux, c'est dommage. C'est une société des temps modernes où l'avoir prime sur l'être. Tout à fait, et le matériel prime sur l'être, sur le spirituel. C'est la raison pour laquelle, à travers mes romans, j'aborde beaucoup la quête de soi, aussi bien dans Sirène de la nuit, mon premier roman, que dans Une perle en éclat. Parce que quand on crée un personnage, ce personnage-là a des repères personnels, géographiques, culturels, sociaux, familiales. Donc la quête de soi se situe au cœur de mes préoccupations en tant qu'auteure sénégalaise. La quête de soi se tisse autour du voyage. Voyager, c'est rencontrer les bonnes comme les mauvaises réalités. Il y a un voyage qui va changer la vie de Sadia et de sa famille, c'est ce voyage à Salija. On est dans un univers oral. Et quand on dit que ce roman est polyphonique, c'est parce qu'à travers ce voyage-là, vous mettez à l'intérieur de ce roman des genres oraux comme le conte. Tout à fait. Sadia a quitté sa ville pour suivre son mari. Donc Alpha aimait narrer le pays de la Teranga comme un endroit, un lieu paradisiaque. Comme une oasis. Comme un oasis. Tout est rose. Or, ce n'est pas le cas. D'abord, il y a eu plusieurs dimensions pour parler de ce choc culturel. La barrière de la communication entre Sadia et sa belle-mère Fanta. La barrière culturelle, parce que Sadia ne connaît pas l'excision. Et malheureusement, sa fille Alimato va être l'une des premières filles à être excisée à Salija, d'où le thème du choc et de la diversité culturelle. Un choc quand Sadia découvre que sa belle-mère est exciseuse, mais son mari le sait, mais
dit mot qui ne dit mot qu'on sent. Tout à fait, parce que Alpha est très conservateur. Sadia, qui est plasticienne et historienne, qui est très expansive et aime lui poser des questions, à savoir, que penses-tu de l'excision? Et Alpha lui dit, je suis un intellectuel, néanmoins, je garde mes coutumes, je garde ma tradition. Intellectuel et conservateur. Et conservateur, quel paradoxe. Et ça montre un peu les pesanteurs sociales qui pèsent même sur des gens réfléchis qu'on appelle des intellectuels. Tout à fait, parce que je me rappelle de la fameuse phrase du chantre de la négritude, s'enraciner, sans se déraciner. Enracinement et ouverture. Enracinement et ouverture, c'est le prototype même de mon personnage, Alpha, qui est enraciné, ouvert au dialogue du monde, mais qui conserve jalousement sa tradition. Mais faut-il s'enraciner sur des traditions qui ne sont pas bonnes, il faut le dire, l'excision. Et d'ailleurs, vous dénoncez cette tradition-là, l'excision des femmes, qui est un vieux serpent de mer ici au Sénégal, au pays de la Teranga. Tout à fait, c'est très contradictoire. Moi, je ne suis pas pour l'excision, parce que cela a des conséquences dramatiques. Je prends l'exemple de Alimatou. Finalement, elle a abandonné ses études. Oui. Elle se pose des questions sur son identité. Je suis maman, qui suis-je véritablement? Tu dis que je suis le fruit du métissage. Or, moi, je me sens hybride, écartelée. Je ne sais pas si j'appartiens à la terre rouge ou à celle de la Teranga. Et il a fallu que sa grand-mère Djemila intervienne et prenne en charge son éducation pour que Alimatou puisse se défendre. Finalement, heureusement pour elle, parce qu'elle est devenue une magistrate reconnue, mais finalement, elle est devenue une femme révoltée, parce qu'elle est la présidente de l'association des femmes qui sont victimes de tous les maux de la société, et elle a fini par créer un mouvement de Salija à Marrakech. Imaginons un peu. Donc, elle est devenue finalement une battante. Et elle a réussi à s'imposer. Par contre, il y a d'autres femmes qui vivent des drames, comme Assanatou. Oui. Assanatou, la femme suspendue, qui attend depuis 5 ans que son divorce soit prononcé. On les appelle les femmes suspendues, ce sont des femmes qui attendent le divorce. Tout à fait. Qui n'ont même pas le privilège d'avoir le divorce. Tout à fait. Qui n'ont même pas le privilège d'attendre le divorce, qui souffrent intérieurement, qui sont victimes de drames au sein de leur ménage et qui ont peur de s'exprimer. Donc il a fallu que Alimatou soit la porte-voix, le leader de toutes ces femmes-là, pour qu'elles puissent petit à petit sortir de leur réserve, de leur timidité, et pour se dire, ah, il faut qu'on se lève, il faut qu'on prenne en charge notre condition de femme, et personne ne le fera à notre place. Restons à Salija, où l'intrigue se chamboule. Il y a un conflit générationnel entre les grands-mères, qui sont adeptes de la tradition, qui excisent, et cette nouvelle génération-là qui n'en veut plus. Le choc se déroule dans le sang, mais le sang qui va accoucher une nouvelle histoire. Les femmes vont incendier la case. Tout à fait. Et l'incendie détruit, c'est-à-dire que c'est fini cette tradition. Ces femmes ont mis fin à cette mauvaise tradition. Il y a un conflit de génération. Oui. Parce qu'il y a les exciseuses qui conservent la tradition, alors que les mamans ne sont pas d'accord pour l'excision. D'où ce bras de fer entre deux camps. Il y a Bilowa aussi, qui est un vieil homme du village, qui est du côté des exciseuses, alors que le Salma, qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus pondéré, qui dit non, il faudrait porter un nouveau regard sur la société, il faut que cette souffrance-là de nos filles cesse, il faudrait qu'elles soient éduquées, qu'elles soient encadrées, qu'elles soient épanouies, comme toutes les filles du monde d'ailleurs. Voilà. Et ce qui a créé aussi ce dialogue à travers Internet entre Oumiya et Alimatou, qui lui dit « Moi, j'ai un problème à régler, un problème de quête de soi. Il faudrait qu'on me restitue ce qu'on a pris de moi et son mari qui l'aide à aller jusqu'à Saint-Germain, à Paris, pour qu'elle
soit, comment dirais-je, réparée. Parce que ce phénomène-là existe également. Oui, oui. Parce que quand on est excisé maintenant, on a la possibilité d'être réparé. Oui. Alors que Oumiya, qui est d'une autre, alors que Oumiya, qui est d'une autre génération, dit non, moi, je me sens à l'aise, je n'ai pas besoin d'être réparé, je n'ai pas besoin d'être comme toi. Tu es jeune, l'avenir est devant toi, alors pourquoi pas ne pas tenter cette nouvelle expérience-là? Mais il y a le silence accusateur des femmes du village, des autorités du village. Ces femmes, ces jeunes filles qui ont été excisées, passent sous silence. Les autorités administratives, quand elles viennent, on raconte à ces autorités administratives-là que c'était tout simplement un incendie, un incident, alors que des vies ont été détruites. Il y a un problème de briser le silence. Tout à fait, parce que le Salma voulait protéger ces femmes-là, parce que quand même, les exciseuses ont fait beaucoup de mal à leurs filles. Et l'excision se transmet de génération en génération. Exactement. Et il a fallu que le linge sale se lave en famille. Moi, du point de vue personnel, je ne suis pas contre ce silence-là, Monsieur Sarr. Pourquoi? Parce que vous êtes pour le silence et non pour la dénonciation? Non, je veux dire, le silence de ne pas divulguer que ce sont les femmes qui ont mis le feu pour justement arrêter ce phénomène de l'excision. Mais c'est maintenir alors cette tradition. Quand même, je dirais que c'est méchant, mais c'était pour garder le silence. Parce que si les autorités étaient là et s'ils avaient découvert, par exemple, que c'était Alimatou ou une autre qui a créé ce problème-là, ce serait grave. Non, sa belle-mère. Par sa belle-mère. Sa belle-mère, pas Alimatou. Voilà, par sa belle-mère. Excusez-moi, oui. Justement. Voilà. Oui. Mais vous êtes pour le maintien du silence. Oui. Êtes-vous alors pour le maintien de cette tradition? Parce que les deux vont ensemble. Pas du tout. Il faut dénoncer pour que cette tradition ait un terme. Oui, pour la dénonciation de l'excision, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être quand les autorités sont venues et qu'elles ont voulu mener une enquête, le Salma, le sage du village, a dit « Bon, moi, je serais gênée que ces femmes-là qui ont lutté pour que l'excision cesse, la nouvelle génération, qu'elles soient, par exemple, emprisonnées, alors qu'elles veulent que cette pratique-là soit éradiquée. » C'est de ce point de vue que je dis que, justement, je suis d'accord. Mais l'excision doit être dénoncée. Oui. C'est la raison principale de ce roman-là, pour dénoncer justement, pour donner une chance à la nouvelle génération, pour que nos filles soient éduquées, pour qu'elles aient une place convenable dans la société dans laquelle elles vivent. L'excision n'est pas tout simplement physique, elle a également des conséquences morales. Ce fléau va détruire le couple entre Alpha et Sadia. Rupture totale de communication entre les deux. Et ça vous montrez que l'excision ne s'arrête pas à la victime. Elle remonte. C'est un chaînon de conséquences. Tout à fait. Finalement, l'excision a créé le drame, le divorce entre ce couple autrefois serein. Finalement, Alpha pleure sa mère, alors que Sadia, elle est plus préoccupée de soigner sa fille, parce que sa blessure n'est pas seulement physique, sa blessure est profonde, elle est morale, et également, elle doit voyager encore, d'où le thème du voyage, et retourner au pays de la Terre Rouge. Et il faut l'intervention de tante Djemila, la grand-mère, pour que la petite Alimatou redevienne normale et qu'elle continue d'aller à l'école, qu'elle se batte, qu'elle devienne une femme respectée, une magistrate, et qu'elle crée un cordon, un mouvement pour lutter contre les fléaux qui sont faits aux femmes. C'est là où la figure d'Alimatou commence à prendre son sens dans ce roman, parce qu'Alimatou va être la cible principale. Soit elle sombre dans le passé, soit elle surmonte son présent pour vivre son futur. Et vous montrez un peu ces difficultés pour ces jeunes filles, mais elles sont jeunes. Elles n'ont pas encore cette mentalité de résister face à ce poids qui pèse sur elles. Oui, parce que la petite fille est fragile et il faut l'appui de la grand-mère Djemila pour qu'elle commence
aller à l'école, à être instruite, à oublier le passé. Et même du point de vue, quand elle est en âge de se marier, elle s'est posé beaucoup de questions. Elle avait peur. Voilà. Que dois-je dire à Youssef? Est-ce que je dois lui révéler que j'ai été excisée? Et s'il sait que je suis excisée, quelles seront les conséquences? Mais heureusement, son mari a pu l'apaiser. Oumia aussi, sa tante, a pu lui donner de bons conseils pour qu'elle puisse finalement se marier. Et cela a été vraiment un drame pour les femmes. Et quand on voit un peu l'histoire de Alimatou, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tout à fait. Elle s'en est sortie. Mais il y a des milliers de femmes qui sont victimes de ce fléau-là, mais qui sombrent. Oui. Mais parce que Alimatou a été bien encadré. Oui. Il y a tante Djimila qui est là pour lui tenir un discours franc. Soit tu résistes, soit tu sombres. Tout à fait. Et je dirais que même s'il y a une loi qui interdit l'excision, il y a des pratiques qui se font par-ci, par-là. Pour prendre tout simplement l'exemple du Sénégal. Du Sénégal. Il est vrai que j'ai écrit Une perle en éclat, mais aussi j'ai réalisé un documentaire sur l'excision. Je suis allée dans les villages, un peu partout, à Thiès, un peu partout, pour poser des questions aux femmes. Et ça n'a pas été facile. Il a fallu une approche très très personnelle pour qu'elle commence à se confier. Effectivement, il existe toujours des pratiques de l'excision et les femmes souffrent toujours, leurs filles souffrent toujours. Une fois, quand j'ai projeté Une perle en éclat dans un lycée très connu de Dakar, une fille m'a abordée en me disant « Madame Ndiaye, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone ?» J'ai dit oui, prenez. Et le lendemain, la petite fille m'appelle, elle me dit les vacances arrivent, je dois aller au village et je dois être excisée. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, donc, il y a des drames de ce genre. Ce livre-là m'a permis de rencontrer des jeunes filles qui me révèlent leur expérience, leur douloureuse expérience. Et ça me fait vraiment, vraiment mal. Finalement, j'essaie de maintenir le lien entre les filles et la famille. C'est très difficile, mais j'en ai vu au moins 5 jeunes filles qui m'ont approché pour me dire « Madame Ndiaye, après avoir lu le livre, j'ai envie de me livrer à vous. Que dois-je faire ?» Et pourquoi ces pratiques moyenâgeuses résistent au temps? C'est par conservatisme, parce qu'il y a des familles très conservateurs qui continuent de pratiquer l'excision qui est séculaire et qui est transmise de génération en génération. Et c'est vraiment dommage pour notre société parce que les filles ont une place importante à jouer dans la société. Les femmes dans la société traditionnelle africaine ont joué un rôle très important ou des rôles très importants du point de vue politique, du point de vue social, culturel, familial. Nous avons eu des reines, des figures emblématiques. Nous avons eu des Amazones, que ce soit au Dahomey. Au Sénégal, on a eu des reines un peu partout en Afrique. Et la femme est mère, elle est épouse, elle est sœur. Donc, on lui doit beaucoup de respect. Elle doit avoir des égards par rapport à la société. Elle doit être associée aux décisions qui doivent se prendre, justement. L'excision n'est qu'une branche parmi l'arbre à problème des femmes. Il y a la stérilité. Tout à fait. Qui est également un mal pour ces femmes. J'ai abordé... On les appelle des arbres sans fruits. Oui, j'ai abordé le thème de la stérilité avec Oumia, qui a vécu avec son mari Bachir pendant de longues années. Oui. Et comme elle n'a pas eu... Dans un mariage polygame. Voilà, dans un mariage polygame, comme elle n'a pas eu d'enfant, tout le monde à Salija l'appelle la femme sans fruits. Et elle était là, elle a accepté qu'on la surnomme l'arbre sans fruits, jusqu'à ce que Alimatou vienne pour lui dire « Non, tu n'es pas un arbre sans fruits, tu es une femme, même si tu n'as pas d'enfant, tu dois te battre. » Et à ce moment-là, Oumia s'est révoltée, elle a été avec les femmes du village et elle est devenue la maman de toutes les femmes qui ont été excisées. Finalement, elle a repris petit à petit sa place et elle est devenue une femme épanouie. Elles ont sauvé la future génération. Quand on regarde la fille de Alpha,
qui n'a pas été excisée, oui, qui a échappé à ce fléau. C'est grâce au combat de ces femmes-là, même si ces femmes n'ont pas les moyens. Le combat des femmes n'a pas été vain, Oui. parce que la deuxième fille d'Alpha, Oui. après son divorce avec Sadia, n'a pas été excisée et elle est allée à l'école. Moi, je pense que c'est une belle victoire, n'est-ce pas? Et surtout l'histoire d'Alimatou, qui est devenue une magistrate, Oui. Et qui a mené le combat de la rue. Oui, et qui défend toutes les femmes. Toutes les femmes. Et finalement, elle a eu un enfant. Oui, elle a réussi la femme, à oui. réconcilier son papa Alpha et sa maman Sadia. Elle a réussi également à créer un réseau de femmes depuis Marrakech à Salija à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour dire à quel point aussi Internet joue un rôle positif dans notre société, parce que nous sommes dans l'ère de la mondialisation. On peut même parler maintenant de village planétaire. Oui. Voilà. Tout ce qui se passe à Salija peut se retrouver à l'instant au Sénégal. Et là, le dernier point que nous allons aborder dans cet entretien, c'est la touche un peu de la réalisatrice, le sens de la découverte des ethnies, Oui, tout à fait. du nom des pays. Des pays. Ça se découvre dans ce roman-là, ça touche un peu, ça donne un peu une touche documentariste à ce roman. Oui, tout à fait. Et également documentariste, et aussi j'ai beaucoup voyagé. Oui. Donc je disais que j'ai beaucoup voyagé depuis l'enfance, et en tant que réalisatrice, j'ai réalisé près d'une trentaine de documentaires. Oui. J'ai voyagé un peu partout en Afrique et j'ai vu d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres manières de faire, d'autres manières, d'autres façons de penser, d'agir. Et cela se reflète justement à travers mes œuvres, aussi bien littéraires que cinématographiques. Et le voyage de cet entretien s'arrête là. Merci d'être là. Merci. C'est dommage que ce soit aussi court. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager ce livre, Une perle en éclat, avec moi. Merci à vous. Merci également, chers téléspectateurs d'ITV. Belle Ligne vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.